Le journal pour les nuls, le jour nul. Rebonjour, c'est dimanche, il fait beau, il fait chaud, il fait fatigué un peu après une telle nuit, mais on est de retour pour le 4e jour de la Coupe du Monde. Le dimanche 14 juin, sans plus attendre, les matchs d'hier, il y en a eu 4. On commence par Qatar-Suisse. Pour la première mi-temps, il s'est pas passé grand-chose, les deux équipes se sont observées comme toujours. Le Qatar a pas proposé grand-chose offensivement, mais défensivement, ça va, ils étaient très solides. Sauf qu'au bout de même pas 17 minutes, c'est leur gardien qui fait une grosse faute défensive, et du coup, penalty pour la Suisse. Quelle couleur d'ailleurs les maillots pour la Suisse. C'est Brel Mbolo, l'attaquant de Rennes, qui va s'en charger et qui le met 1-0. La Suisse continuera de pousser, mais aura du mal à cadrer, aura du mal à faire quelque chose. Il y a quand même eu un ballon sauvé sur la ligne par le Qatar juste avant la mi-temps et on rentre au vestiaire à 1-0. Là on se dit que la Suisse, ils sont quand même au-dessus et le Qatar ça va être très difficile pour eux de revenir si ce n'est marquer un point. Parce que la Suisse pourrait très bien en mettre un deuxième. J'avais justement dit 2-0. La Suisse continue de pousser, sauf que le Qatar est toujours très solide défensivement. Le gardien qatari fait quelques arrêts et d'un coup le Qatar met la deuxième et il commence à un petit peu plus attaquer et c'est à ce moment-là vers la 70e minute où je me suis dit le Qatar peut mettre une clim à la 90+4 sur un corner. Les actions passent, la Suisse vendange, tire au-dessus, tire à côté, fait des frappes beaucoup trop molles ou alors le Qatar est très solide défensivement et arrive le temps additionnel et à la 90+4 sur un super centre, c'est là que Cookie sort du four et fait une tête délicieuse. Il s'appelle Cookie. Donc on termine à 1 partout et c'est clairement mérité pour le Qatar et la Suisse méritait d'avoir une victoire, mais est-ce qu'il méritait vraiment quand on vendange autant d'occasions? Vendanger, c'est les louper en gros. Dernier petit truc sur ce match. Au Levi's Stadium, on est à côté d'un aéroport, du coup il y a des ombres d'avions qui peuvent passer, ça rend le truc très stylé des fois. On passe au gros morceau de la journée, et donc c'était Brésil-Maroc, et il y a eu un partout, je vous l'avais dit. On a une première mi-temps d'une super qualité, avec le Maroc qui, collectivement, écrase le Brésil. C'est une leçon de football, le petit Boadi au milieu de terrain, il a fait un taf incroyable. Ils ont poussé, et à la 21e minute, après les premières occasions du Brésil, il y a un contre pour le Maroc, et c'est Saïd Barry qui le met au fond. Magnifique finition. Le piqué au-dessus du gardien, parfait. Sauf que, à ce moment-là, le Maroc essaie de continuer de jouer, mais le Brésil est dans une phase où il commence un petit peu plus à pousser. Il y a eu la pause fraîcheur qui a un peu coupé l'élan du Maroc, et c'est sur le côté gauche, Vinicius qui passe, qui re-rentre, une frappe d'une puissance 100 km/h je crois qu'il avait marqué. T'es pas sur autoroute, t'es flashé. Et donc avec cet exploit individuel, le Brésil recolle à 1-1, et c'est là que la mi-temps arrive, après une première mi-temps d'une qualité technique comme on n'en a pas vu depuis le début de la Coupe du Monde. En deuxième mi-temps, on a une petite baisse de rythme, notamment amenée par les changements des deux équipes. Le Maroc est un petit peu moins entreprenant, et le Brésil commence un petit peu plus à pousser, mais le Maroc reste solide défensivement. Il y a eu quelques occasions, les gardiens ont fait des bons matchs pour ce qu'ils avaient à faire, et le match se termine à 1-1, et le Maroc aurait clairement mérité de gagner. Je pense qu'ils se quittent en bons amis, ils se disent qu'ils vont se départager sur la différence de but par rapport aux autres matchs, qui vont normalement tous les deux gagner. Surtout qu'Haïti, ça a pas l'air d'être une bonne équipe. Super transition. 3e match de la journée, Haïti-Écosse. Au début du match, pendant 5-10 minutes, les deux équipes se regardent jouer. L'Écosse pousse, mais sur la moindre transition, Haïti peut faire de gros dégâts. Et techniquement, c'est assez bon. L'Écosse a le pied sur le ballon. Au bout d'un moment, action pour l'Écosse et un poteau de McTominay. On se dit que ça peut être un tournant et Haïti peut ouvrir le score et les Écossais peuvent regretter. Sauf que quelques minutes plus tard, les Écossais ont une action. Ils tirent au but. Placide, le gardien de Bastia, part bien sur la trajectoire de la balle, sauf qu'elle est contrée par un de ses défenseurs du bout du pied et il se retrouve battu. Donc 1-0 pour l'Écosse. Quelques occasions encore, et la mi-temps arrive. Et en deuxième mi-temps, l'Écosse s'est mis à pas mal bétonner. En gros, mettre tous les joueurs derrière et espérer tenir le score à 1-0. Et Haïti a eu quelques occasions. Toujours une technique assez atypique visuellement, mais qui marche quand même pas mal. Un peu une équipe de Matuidi. Matuidi, Charo. Lunettes, teintées, farces et non. Donc, sur la fin du match, Pierrot pour Haïti a 2 actions, mais il les loupe ou les tire du mauvais pied. Et Haïti reste bredouille, et le match se termine sur 1-0 pour l'Écosse. Je pense que le match nul aurait été clairement mérité. Je trouve que Haïti a proposé beaucoup plus. Après, rien dit que s'ils n'avaient pas ouvert le score, ils n'auraient pas bétonné comme l'Écosse l'ont fait. Dernier match de la journée, Australie-Turquie. Au début du match, les deux équipes, comme toujours, s'observent un petit peu. La Turquie commence à mettre le pied sur le ballon, mais la plupart des occasions turques sont souvent anéanties par la défense australienne, qui est très solide et que j'ai personnellement pas trouvé si écœurante que ça. Parce que dès que l'Australie récupérait le ballon, sur transition, il pouvait être très solide. On l'a vu à la 27e minute, sur une transition, côté gauche de l'attaque. On revient un peu dans l'axe, on fait mine de tirer sur la droite, on tire premier poteau, 1-0 pour l'Australie. La Turquie continue de pousser, et à la 30e minute, on a une super volée que le gardien australien, Beach, je crois qu'il s'appelle, il est dans la kitchen, Beach. Du bout des doigts, il la dévie sur le poteau. Et à la mi-temps, 1-0 pour l'Australie. En deuxième mi-temps, l'Australie a garé son plus beau bus. En gros, quand on dit qu'il gare le bus, c'est que tous les joueurs sont derrière et qu'ils essaient d'être très solides défensivement pour que rien ne passe. Le fait est quand même qu'ils sont très grands, très techniques, très solides, et que la plupart du temps, ils gagnent les duels aériens ou récupèrent les seconds ballons. En gros, le second ballon, c'est quand le ballon va très haut, il rebondit sur un joueur, il retouche le sol,
sol, et là c'est le second ballon. L'Australie continue de gagner ses duels, la Turquie continue de ne pas cadrer, et ça en Coupe du Monde, en grand match, on le paye cash. Et à la 75e minute, c'est du côté droit de l'attaque de l'Australie que ça vient, et c'est au ras du premier poteau à nouveau. 2-0 pour l'Australie, fin du match. Avant de passer au match d'aujourd'hui, un petit détail qui m'a un peu énervé. Les pauses fraîcheurs, on a compris que c'était pour mettre des pubs. C'est pas grave, tant que les pubs s'adaptent à la pause. C'est un petit peu plus grave quand le jeu s'adapte aux pubs. Parce que j'ai remarqué, au moins sur Qatar-Suisse et Australie-Turquie, 2 pauses fraîcheurs où l'arbitre a attendu. Je crois même que le gardien du Qatar s'énervait après l'arbitre, qui pouvait rien faire parce qu'on lui disait « Ah ben non, la chaîne américaine, ils ont pas encore fini les pubs, on peut pas relancer le jeu ». Mettez juste des pubs plus courtes ou mettez juste pas de pubs. Mais non, il faut les vendre évidemment. Bref, les matchs d'aujourd'hui. On entre dans le groupe E. Premier match de la journée, Allemagne-Curaçao, qui va se jouer à 19h en France et à midi à Houston, dans le Energy Stadium, le stade de Houston. L'arbitre Djal Jahed marocain. Et on va parler directement des deux équipes. Déjà l'Allemagne, 4 étoiles sur le maillot, ça veut dire qu'ils l'ont gagné 4 fois. Bon, techniquement il y en avait 3, c'était l'Allemagne de l'Ouest, en 1954, en 1974, en 1990, où là c'était bon. Et en tant qu'Allemagne, en 2014, au Brésil, quand ils les battent 7-1 en demi-finale et qu'ils gagnent contre l'Argentine en finale. En 2018, ils ont ce qu'on appelait la malédiction du champion, c'est-à-dire que le champion en titre perdait au premier tour en phase de poule, et en 2022, ils ont encore perdu en phase de poule. Sauf qu'au premier tour, ils étaient avec le Costa Rica, l'Espagne et le Japon dans le groupe de la mort qui a complètement changé, et même ce pendant la 3e journée à l'époque. À l'Euro 2020 joué en 2021, ils perdent en 8e de finale contre l'Angleterre, et en 2024, c'est eux qui accueillent l'Euro, et ils perdent en demi-finale contre l'Espagne. Ils sont allés en prolongation, et ils auraient peut-être pu accrocher le match si la main de Cucurella avait été sifflée et avait fait pénalty. Et l'an dernier, ils ont fait 4e de la Ligue des Nations, ils ont encore perdu en demi-finale contre l'Espagne, et ils ont perdu en petite finale contre la France. On va maintenant parler de Curaçao. Curaçao, c'est où? C'est juste au-dessus du Brésil, c'est une toute petite île, 150 000 habitants à peu près, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, et ce jusqu'à la Coupe du Monde 2010. C'est leur premier mondial, et c'est clairement un exploit qu'ils soient là. Et s'ils arrivent à récolter ne serait-ce pas qu'un seul point, qu'un seul but dans leurs 3 matchs, ce serait déjà un super parcours. En 2023, la Gold Cup, ils sont même pas qualifiés. En 2025, ils sortent au premier tour. Mais leur parcours pour arriver jusqu'en Coupe du Monde était un parcours du combattant. Et vraiment, le fait qu'ils soient là, c'est un exploit qu'on peut pas souligner assez. Ils ont fait 2 matchs nuls contre la Jamaïque, 1-2-2 et 1-0-0. Et ça les a fait terminer premier de leur groupe et se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Leur dernier match pour l'Allemagne, une victoire 2-1 contre les États-Unis le 6 juin, une victoire 4-0 contre la Finlande le 31 mai, une victoire contre le Ghana 2-1 le 30 mars et une victoire 4-3 contre la Suisse le 27 mars. Pour Curaçao maintenant, ils viennent de faire une victoire 4-0 contre Aruba le 7 juin et juste avant le 30 mai, ils avaient perdu 4-1 contre l'Écosse. Ils ont seulement eu 2 matchs dans les 6 derniers mois. Donc mon pronostic, c'est un de mes plus sûrs depuis le début de la compète, ça sera une victoire de l'Allemagne et certainement assez écrasante. Je pars sur 3-0. Maintenant, premier match du groupe F. Ça sera Pays-Bas-Japon qui joue à 22h en France, à 15h à Dallas, au AT&T Stadium, le stade de Dallas. L'arbitre vient des États-Unis, Ismail El-Fat. Ça va être un très gros match. Les deux équipes maintenant. Les Pays-Bas, c'est historiquement la grande nation du foot qui n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Pourtant, ils ont remporté en Euro en 1988. Mais ils ont fait 3 finales, dont la dernière en 2010 contre l'Espagne. Et en plus de ces 3 finales, ils ont fait 2 demi-finales. En 2022, ils tombent en quart de finale contre l'Argentine, qui va finir par gagner le tournoi au tir au but, dans un match qui était clairement un des matchs du tournoi. Plein de tensions, de retournements, et qu'ils auraient pu gagner. À l'Euro 2020 en 2021, ils tombent en 8e de finale contre la Tchéquie, qui gagne 2-0. Et à l'Euro 2024, après avoir été dans notre groupe, ils arrivent comme nous jusqu'en demi-finale et eux tombent contre l'Angleterre dans un match très serré. Et l'an dernier, ils ont fait un quart de finale de Ligue des Nations. Le Japon maintenant, ils sont un peu des 8e de finalistes éternels. Contre la Belgique en 2018, ils menaient, ils se sont fait rattraper, ils ont perdu. Dommage. En 2022, ils étaient donc dans ce groupe de la mort avec le Costa Rica, l'Espagne et l'Allemagne. Et ils tombent contre la Croatie en 8e de finale également, au tir au but après un partout. En 2023, ils perdent en quart de finale de la Coupe d'Asie contre l'Iran et on les appelle les Samouraï Blues. Maintenant les matchs des 6 derniers mois, pour les Pays-Bas, victoire de 1 contre l'Ouzbékistan le 8 juin, défaite 1-0 contre l'Algérie le 3 juin, un match nul 1 partout contre l'Équateur le 31 mars et une victoire 2-1 contre la Norvège le 27 mars. Le Japon vient de faire une victoire contre l'Islande 1-0 le 31 mai, le 31 mars ils avaient battu l'Angleterre 1-0 et le 28 mars ils avaient battu les Écossais 1-0. Les Pays-Bas sont donc sur 2 victoires, 1 nul, 1 défaite, le Japon est sur 3 victoires. Je vois un match serré, mais je pense que le Japon va gagner 2-1. Troisième match de la journée, on est de retour dans le groupe E, Côte d'Ivoire-Équateur qui va aussi être un super match. Ça se jouera à 1h en France, à 19h à Philadelphie, dans le stade de Philadelphie, le Lincoln Financial Field, ou Link, c'est son petit surnom. L'arbitre sera français, Cocorico, François Le Texier. Maintenant pour les deux équipes. La Côte d'Ivoire était pas là en 2022, pourtant de 2006 à 2014, ils se sont qualifiés et ont été éliminés au premier tour. En 2014 dans le groupe Colombie, Grèce, Japon. En 2021 à la CAN, ils perdent en 8e de finale. En 2023, ils sont pays hôtes de la CAN, ils sont à un cheveu de se faire éliminer en phase de poule.
Ils arrivent à passer en tant que meilleur troisième et ils vont jusqu'à la victoire finale, ce qui était vraiment un parcours exceptionnel, surtout après avoir viré leur entraîneur en fin de phase de poule, le regretté Jean-Louis Gasset. Et à la dernière CAN 2025, ils sortent en quart de finale contre l'Égypte. L'Équateur, quant à eux, ils sortent au premier tour en 2022 dans le groupe des Pays-Bas, du Sénégal et du Qatar. À l'époque, avec les deux premiers du groupe qui passaient, donc Pays-Bas et Sénégal étaient nettement au-dessus. Ils ont été en huitième de finale en 2006 contre l'Angleterre de Beckham qui marque 1-0. En 2021, ils perdent la Copa América en quart de finale contre l'Argentine qui va finir par la gagner, mais ils perdent quand même 3-0. Et en 2024, ils tombent encore en quart de finale de la Copa América et encore contre l'Argentine qui va finir par la gagner, mais ce coup-ci au tir au but. Une équipe très défensive avec deux joueurs qui ont joué la finale de Ligue des Champions notamment, Pacho et Hincapié, en espérant que le pauvre Hincapié accroche bien son short ce coup-ci. Il y en a qui doivent espérer l'inverse. Leur match dans les 6 derniers mois, on compte pas la CAN pour la Côte d'Ivoire, sinon il y aurait quand même pas mal de matchs. La Côte d'Ivoire vient de battre la France 2-1 le 4 juin. Le 31 mars, ils avaient battu l'Écosse 1-0. Et le 28 mars, ils avaient battu la Corée du Sud 2-0. Pour l'Équateur, ils ont gagné 3-0 contre le Guatemala le 7 juin. Le 31 mai, ils ont gagné 2-1 contre l'Arabie Saoudite. Le 31 mars, ils ont fait match nul 1 partout contre les Pays-Bas. Et le 27 mars, ils avaient fait 1 partout contre le Maroc. 3 victoires donc pour la Côte d'Ivoire, 2 victoires de match nul pour l'Équateur. Je vois un match très serré, surtout avec la défense de l'Équateur, mais je pense que l'attaque de la Côte d'Ivoire va gagner ce match-là, mais de pas beaucoup, donc je dis 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Dernier match de la journée maintenant, de retour dans le groupe F, ça sera Suède-Tunisie, ça se joue à 4h en France, à 20h à Monterrey. Petit effort sur l'accent, hein. Monterrey, dans le stade de Monterrey, l'Estadio BBVA. L'arbitre est argentin, Yael Falcón Pérez. Les deux équipes, la Suède pour commencer. Ils ont été finalistes de la Coupe du Monde en 1958 à domicile. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose là. Ils ont été 3e en 1950. Ouais, non plus. Mais aussi en 1994. Toujours pas, hein. Ils font quart de finale en 2018. Ils étaient pas là en 2022. À l'Euro 2020 joué en 2021, ils perdent en 8e de finale contre l'Ukraine. Dans leur poule de qualification pour cette Coupe du Monde, ils ont été derniers et c'était une performance nullissime. Mais ils se sont qualifiés pour les barrages grâce à la Ligue des Nations. Je vais pas l'expliquer, même moi je comprends pas trop là. Mais en gros, en Ligue des Nations, il y avait une place qui te qualifiait pour les barrages de la Coupe du Monde. La Tunisie, ils étaient en 2022 dans notre groupe avec le Danemark et l'Australie. Ils avaient gagné 1-0 contre nous, mais techniquement il y avait 1-1 quand l'arbitre a sifflé à la fin du match et il est revenu sur le but parce que Griezmann avait fait action de jeu sur le hors-jeu. Heureusement que le match n'avait pas un si gros enjeu parce que sinon ça aurait fait vraiment beaucoup plus scandale je pense. La plupart des gens semblent l'avoir oublié. Pour la Coupe d'Afrique, en 2021 ils perdent en quart contre le Burkina Faso. En 2023 ils perdent au premier tour et en 2025 ils perdent en 8e de finale contre le Mali. Ils ont fait finale de la Coupe arabe en 2021 qu'ils ont perdu contre l'Algérie et à cette même Coupe arabe en 2025 ils sont sortis au premier tour. On a clairement une perte de vitesse de la Tunisie ces dernières années. Leur match des 6 derniers mois, pour la Tunisie on met pas la CAN évidemment, la Suède a fait match nul 2-2 contre la Grèce le 4 juin, avait gagné contre la Norvège 3-1 le 1er juin, et juste avant c'était la finale et la demi-finale des barrages d'accession à la Coupe du Monde, la finale gagnée contre la Pologne 3-2 le 31 mars, et la demi-finale gagnée contre l'Ukraine 3-1 le 26 mars. Donc 3 victoires et un match nul pour la Suède ces 6 derniers mois. Pour la Tunisie maintenant, ils viennent de perdre 5-0 contre la Belgique le 6 juin, juste avant ils ont perdu 1-0 contre l'Autriche le 1er juin, avant ça ils font match nul contre le Canada 0-0 le 1er avril, et le 29 mars ils ont une victoire 1-0 contre Haïti. Donc 2 défaites, 1 nul, 1 victoire. Je pense personnellement que la Tunisie est une sélection qui est clairement dans un certain déclin, et je pense que la Suède, malgré leur qualification assez désastreuse, a réussi à se remobiliser et peut faire quelque chose, surtout contre cette Tunisie-là. C'est pour ça que je dis 2-0 pour la Suède. Et voilà, première journée avec 4 matchs la veille, 4 matchs le lendemain, donc 8 équipes le lendemain. Le rythme un peu plus péchu, on dort de moins en moins, mais on essaiera d'être là demain. Ah, tais-toi le vent. Et comme toujours, d'ici demain, à demain. Le journal pour les nuls.